Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Yvan Rioufol, avec lequel on va parler des Covid, du vaccin et de son livre Journal d'un paria. Mais avant de commencer, eh bien, comme d'habitude, je vais répondre à la question d'un de mes auditeurs qui m'a laissé dans les commentaires un message en me disant « Oui, ces ministres, tous des vendus ». Alors, Anne, je ne suis pas sûr que tous les ministres soient des vendus. Anarchie, je pense plutôt que un ministre, ça s'achète parfois, mais ça ne se vend pas. Ceci dit, donc nous allons passer à l'interview de Monsieur Rioufol. Et ce que je voulais savoir, peut-être que vous vous présentiez d'abord rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et que vous nous disiez qui vous êtes et les différentes activités que vous pouvez avoir. Eh bien, écoutez, je m'appelle donc Yvan Rioufol, je suis journaliste, vieux journaliste, au Figaro, donc dans la presse écrite, et je suis également maintenant collaborateur régulier à CNews. Et donc, je fais également j'écris quelques essais. Et également, j'édite très régulièrement mes bloc-notes que j'écris tous les vendredis depuis 20 ans et qui sont des sommes de descriptions hebdomadaires des mutations de la société, si vous voulez. Et le livre auquel vous faites référence, ce sont les bloc-notes 2020-2021 auxquels, excusez-moi, j'ai rajouté un petit essai d'une 60aine de pages sur ma vie de paria, en effet, car depuis le 12 juillet, comme beaucoup d'autres Français, j'ai refusé de me plier au pass sanitaire, mais naturellement ensuite au pass vaccinal. Alors justement, j'aimerais qu'on clarifie votre position vis-à-vis du vaccin pour commencer, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc quelle est, votre position vis-à-vis du vaccin? A priori, vous n'êtes pas anti-vax, vous? Non, pas du tout. Non, je n'ai rien contre les vaccins. Je suis anti-pass sanitaire, je suis contre cet hygiénisme d'État, cette hystérie sanitaire-là. Moi-même, je ne me suis pas fait vacciner, mais j'ai eu le Covid, et un Covid insignifiant. D'ailleurs, je me suis soigné malgré tout avec de l'ivermectine. Mais donc, je suis maintenant dispensé de vaccins très officiellement, mais sinon je pense que je n'aurais pas été jusqu'à me faire vacciner, non pas parce que je ne crois pas aux vaccins, j'ai tous mes vaccins, j'ai même fait des rappels très dernièrement de vaccins que je devais faire, mais c'est parce que j'ai douté de cette propagande d'État qui nous forçait à faire croire qu'il n'y avait qu'une seule possibilité, qu'il n'y avait pas d'alternative. Or, j'entendais d'autres personnalités médicales, scientifiques, qui nous disaient que dans le fond, on pouvait quand même laisser aussi les médecins prescrire, qu'eux-mêmes pouvaient apporter des solutions à des soins. Ces soins ont été interdits, cela m'a beaucoup choqué. Et puis, je me suis aperçu tout de même que ces vaccins, très vite, ne protégeaient pas, tout simplement. Et donc, à partir du moment où ils ne protégeaient pas, sinon les cas les plus graves, à 80 ans et plus, et comme je n'ai pas 80 ans, je me suis un peu raidi, en effet. Et je ne me reconnais pas dans le portrait que l'on pourrait faire de moi d'un anti-vax bas du front, complotiste, etc., ce qu'on entend d'habitude. Non, je suis quelqu'un qui, comme beaucoup d'autres Français, exige que l'on préserve ma liberté de consentement, ma liberté d'abord tout court, ma liberté de choisir un médecin, ma liberté de consentement, ma liberté de choix, à accepter ou non de me faire vacciner. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais c'est aussi bête que cela, mais malgré tout, c'est difficile à entendre et c'est une position qui vaut maintenant d'être écartée d'une partie de la société. Et votre position par rapport au Covid, elle a évolué au fur et à mesure du temps, puisque donc Journal d'un paria, c'est la suite de vos bloc-notes que vous avez édité dans le Figaro. Et on voit au tout début, vous êtes plutôt dans la ligne du gouvernement. Il y a une sorte de sidération générale, mais vous êtes dedans. Et vous avez évolué. Donc peut-être rapidement, si vous pouvez nous parler de ces premiers mois et de ce qui vous a fait en fait changer d'avis. Je suis comme tous les Français. En effet, dès les premiers mois, je fais confiance à ce que me dit le gouvernement. Et j'ai même, je pense que dans un de mes bloc-notes, je crois que c'est en décembre 2020 ou janvier, je dis qu'il faut appuyer dans le fond la démarche présidentielle qui est de nous préserver d'un mal absolu. Rappelez-vous que les prévisions étaient
nous annonçait 500 000 morts. Et donc, je n'avais pas d'éléments pour mettre en doute ceci. Et donc, 500 000 morts, ça tétanise tout le monde. Et je suis de ceux qui se plient très vite à une première mesure d'urgence. J'entends d'ailleurs bien que c'est très compliqué pour un gouvernement d'avoir à répondre dans l'urgence à quelque chose qui vous tombe comme ça abruptement sur le dos. Donc je ne suis pas du tout dans l'opposition, mais très vite, malgré tout, mon rôle étant d'observer, et d'observer sans œillère autant que possible, ce que je m'efforce de faire depuis longtemps, je m'aperçois tout de même qu'il y a des contradictions qui commencent à apparaître auprès de ce gouvernement. D'abord, qui sous-estime un danger. Rappelez-vous, Madame Buzyn disant il ne se passe rien, etc. Alors qu'ensuite on a appris qu'elle avait les éléments de la gravité de ce qu'elle avait vu apparaître en Chine. Donc, les frontières ne servent à rien, les masques ne servent à rien, les tests ne servent à rien, etc. Donc, il y a là, je commence à regarder de plus près quand même quelle est cette propagande d'État qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et puis, je m'aperçois très vite tout de même que cette crise sanitaire devient prétexte à un pouvoir faible, le pouvoir macronien, mais enfin le pouvoir plus généralement de la Ve République depuis maintenant 20 ans, 30 ans, qui n'arrive plus à s'affirmer dans son autorité régalienne, que ce pouvoir faible entend mimer un autoritarisme sanitaire pour essayer d'occulter le fait que sur beaucoup d'autres sujets, et singulièrement les sujets de sécurité tout court, il n'est pas à la hauteur. Il suffit de voir naturellement quels sont les problèmes posés par l'apparition d'une contre-société, du communautarisme, de la violence contre les personnes, etc. Enfin, je vous en passe. Et donc, je vois assez vite qu'il y a une sorte d'instrumentalisation, une sorte de propagande qui advient, une instrumentalisation des peurs, et que certes, ce virus semble être dangereux, mais si vous commencez à écouter ce que je commence à faire, si vous écoutez ceux des épidémiologistes qui connaissent ces sujets, ils vous disent, et on les somme de se taire, ils vous disent que, dans le fond, cette épidémie n'est pas aussi grave que l'on voudrait la faire paraître. C'est-à-dire que une épidémie qui tue 0,05% de l'ensemble de la population, 0,5% des contaminés, ou à peu près, enfin les chiffres sont un peu discutés, mais c'est grosso modo ces chiffres-là qui ressortent. Et donc, nous ne sommes pas naturellement dans la peste noire, ni la grippe espagnole. Et on se rapproche plutôt de la grippe de Hong Kong de 1969. Moi, j'ai connu cette époque-là. J'étais adolescent et je n'ai jamais eu cette grippe de Hong Kong de 1969 qui a tué quand même 35 000 personnes, je crois, en France, n'avait été ébruitée dans les médias. Donc, il y a un affolement général, une hystérisation, mais mimétique, c'est-à-dire qu'elle se passe non pas simplement en France, mais en Europe et dans le monde. Et là, à partir de ce moment-là, je commence à m'exaspérer de voir que le gouvernement n'entend pas entendre les propos dissidents, et je trouve dangereux. Je me mets en réserve de cette hystérie-là, dans la mesure où je vois dans ce processus qui s'enclenche un processus d'essence totalitaire. Alors, je ne dis pas que, naturellement, nous sommes tombés dans le totalitarisme, mais de voir qu'avec cette construction d'une peur, d'une infantilisation de la société, d'un discours unique, d'une désignation de dissidents, et puis surtout de voir que les contre-pouvoirs, j'entends par là le Conseil d'État, les grandes juridictions, l'Assemblée nationale, le Sénat, les médias, et les intellectuels, tous ces contre-pouvoirs ne font plus office précisément de régulation et d'équilibre, et qu'il n'y a plus qu'une seule doxa, une seule religion, et on tombe dans une religion d'ailleurs, qui est la religion du vaccin, et l'on dit, et tout le monde dit, qu'il faut croire au vaccin, c'est le terme qui est employé, il faut croire au vaccin, il faut croire en la science. Or, moi, j'ai tout mon respect va naturellement à la science et aux scientifiques, mais je ne veux pas croire au vaccin ni en la science, parce que je ne crois pas non plus à cette propagande qui nous dit que rien ne vaut que la vie nue, et la vie nue, c'est-à-dire la vie réduite à son souffle, à son seul souffle, et sans prendre aucun autre risque que ceci. Et j'y trouve là une sorte de nihilisme, de grande impréparation intellectuelle à affronter la mort. Voilà. Et donc, je trouve que les débats sont mal conduits, de ne donner la parole qu'à des médecins de plateau
qui défendent naturellement leur bout de gras, qui voient midi à leur porte, qui disent que la santé, et il faut se préserver de tout, mais qu'on n'entende pas à côté d'eux des philosophes, des religieux, des intellectuels, enfin d'autres personnes qui nous disent que la vie n'est pas seulement cette protection de la santé, d'autant que la santé, dans la définition qui en a été donnée par l'OMS en 1947, alors j'ai pas la définition exacte en tête, mais c'est de dire que ça ne s'arrête pas simplement à la santé physique, mais également il y a une santé sociale, une santé psychologique, une santé mentale, il y a un environnement à préserver qui fait que tout ceci constitue un épanouissement humain. Or, on voit bien que là, cette terreur sanitaire, d'abord a bouleversé beaucoup de personnes et a bouleversé d'abord et les enfants, et on n'a pas le droit de faire peur aux enfants. Les enfants ont sans doute les plus souffert de ceci, mais même les Français eux-mêmes ont cauchemardé très régulièrement, se sont fâchés avec des amis quand ils ne voulaient pas se faire vacciner. Bref, il y a eu une sorte de zizanie très générale et qui s'est installée et qui m'a fait me mettre de côté, qui m'a fait refuser d'avaliser au bout du compte ce monde-là que je trouve dangereux. Mais je vois dans vos carnets, en fait, il y a, à mon avis, deux choses qui sont peut-être complémentaires, mais dans cette période-là, vous parlez à la fois d'un pouvoir médical qui prend le pas sur le pouvoir politique, et en même temps, dans la même période, peut-être pas dans les mêmes articles, mais dans la même période, vous parlez aussi d'un pouvoir politique qui finalement est assez heureux de trouver une nouvelle peur, parce que il peut gouverner comme ça la population. Il l'avait fait avec d'autres peurs avant, comme la peur du réchauffement climatique ou la peur des extrémismes, généralement fascistes de droite. Et c'est pas mes mots, hein, fascisme de droite, c'est ceux des gouvernements successifs. Et donc, il y a, dans ce que vous exprimez, j'ai l'impression, deux choses, soit qui arrivent en même temps, soit qui arrivent l'une après l'autre. Est-ce que vous avez évolué dans votre pensée vis-à-vis de ça, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu effectivement ces deux choses? Il y a eu une concomitance et une instrumentalisation des peurs, encore une fois, au profit d'un pouvoir faible, mais avec en plus une sorte de basculement civilisationnel qui n'a pas été perçu ou perçu par très peu de gens quand le 12 juillet Emmanuel Macron décide ex abrupto d'imposer un pass sanitaire. On bascule d'une société libérale à une société potentiellement de surveillance collective, de numérisation, de non-contact, une société à la chinoise, sans qu'aucun débat n'ait eu lieu auparavant. Et c'est ce basculement qui pour moi est un basculement antidémocratique qui m'effraie et qui me fait dire que nous allons vers une sorte de dictature, de tyrannie sanitaire, très certainement une tyrannie sanitaire, voire avec un peu d'excès dans l'expression naturellement d'une dictature sanitaire. Et je m'affole encore aujourd'hui du fait que cette grande somnolence qui a saisi la société pendant 2 ans, alors qu'une partie d'entre elles avait manifesté avec les Gilets jaunes notamment, et que j'avais applaudi à cela, je trouvais que cette insurrection était très saine, en tout cas saine, intellectuellement. Elle est bien rentrée à la maison. Elle n'a pas duré. Tout le monde est rentré à la maison, donc j'ai moi-même été traversé d'une sorte d'abattement. On me demande, je n'ai pas bien compris, ou si j'ai trop compris, que effectivement la peur de la mort, la crainte, l'angoisse de la propagande d'État avait tétanisé les gens. Je ne leur en tiens pas rigueur, mais l'on voit tout de même qu'aujourd'hui les gens se réveillent un peu, parce que je pense je soutiens qu'il y a eu un abus de confiance, qu'il y a eu beaucoup de mensonges d'État sur les chiffres qui ont été donnés. On le verra très vite. Vous avez aujourd'hui des épidémiologistes, des spécialistes de ces épidémies qui commencent à décortiquer les courbes, les chiffres, les lits qui avaient été soi-disant encombrés par des non-vaccinés, etc. Puis on se rend compte que ce n'est pas si clair que cela. Alors je n'ai pas les éléments encore chiffrés à vous donner, mais je vois par exemple que le docteur Alice de Biol a fait au Sénat cette semaine, mardi je crois, une conférence pendant 1h30 où elle dépiote, où elle décortique tous les chiffres et elle laisse entendre que les chiffres ont été surestimés. Et donc il va falloir que on regarde de très près, notamment cette fabrique de la peur. Ces marchands de peur auront des comptes à rendre, je pense. Et vous pensez qu'ils rentreront, parce que
L'impression que ça donne, c'est qu'on va passer de cette peur à la peur suivante, c'est-à-dire que là, le Covid est plutôt en baisse et on va essayer de nous trouver peut-être une nouvelle peur qui fasse que on puisse de nouveau avoir un peuple. Je cherche mes mots parce que je veux pas utiliser des grands mots que je trouve un peu ridicules. Je pense pas qu'on est dans un État totalitaire, etc. Je pense d'ailleurs, vous irez pas en prison ce soir, a priori. Mais on est dans des États qui ont perdu une grande partie de leur légitimité parce que ils n'arrivent plus à accomplir leurs devoirs régaliens et qui se cherchent une nouvelle légitimité par la peur, qu'ils peuvent inspirer sur différents sujets. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc, l'idée, ça serait, après cette peur-là qui va disparaître, parce que même si c'est pas le mois prochain, elle disparaîtra forcément au fur et à mesure du temps, il y aura probablement une autre peur qui viendra la remplacer, vous pensez pas? Oui, mais je suis d'accord avec cette analyse. J'ai fait cette analyse d'ailleurs dans un livre précédent, un essai cette fois-ci qui s'appelait Les Traîtres. Et j'avais un paragraphe qui, donc écrit bien avant l'épidémie de Covid, j'avais un paragraphe qui s'intitulait La fabrique de la peur. Et j'avais déjà observé que, à travers la peur du réchauffement climatique notamment, et à travers la peur du populisme, le gouvernement Macron tentait de s'installer dans une sorte d'apolitisme qui lui faisait dire que rien n'était plus urgent que de maîtriser le climat, et rien n'était plus urgent que de lutter contre le fascisme qui arrivait, le fascisme arrivant étant en fait l'expression populaire d'une France qui parle dru. Et j'avais analysé ceci comme étant une sorte de faiblesse de la part de ce pouvoir qui n'osant pas aborder les vrais sujets qui aujourd'hui commencent à arriver timidement dans les derniers mètres de cette élection présidentielle, essayer donc de tétaniser encore une fois la discussion, de clore le débat en disant qu'il n'y avait rien de plus urgent que de sauver la forêt amazonienne ou que de lutter contre le fascisme qui arrivait. Et donc c'est un vieux procédé des États faibles. Mais je pense aujourd'hui qu'on arrive tout de même alors vous allez avoir le même procédé qui va se multiplier là ces jours-ci et ces heures-ci avec le convoi de la liberté. Vous avez déjà vu Monsieur Clément Beaune qui a dit de ce convoi de la liberté que c'était le convoi de la honte et des irresponsables. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire que derrière ces gens-là, il y a tout l'extrémisme de droite, l'antisémitisme, parce qu'on voit maintenant on met de l'antisémitisme partout, et etc. Et que vous y voyez quoi dans le vous y voyez quoi dans le convoi de la liberté? J'y vois la résurgence d'une colère populaire qui est sourde depuis très longtemps, qui revient, qui était venue à travers les Gilets jaunes, qui revient aujourd'hui, me semble-t-il, mais je n'ai pas encore été à leur rencontre, donc j'en parle avec prudence parce que moi, avec les Gilets jaunes, j'étais avec eux pour voir, pour les soutenir. Et là, je ne les connais pas. Mais ce que je vois apparaître dans les réseaux sociaux me semble être cette même société oubliée, cette même classe moyenne, cette même classe paupérisée, qui proteste naturellement contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal, mais pas seulement. Je pense que ce pass vaccinal est visiblement un prétexte. Il y a un prétexte plus politique parce que les problèmes démocratiques n'ont pas été réglés concernant toute cette frange de la société dite des oubliés qui n'apparaît plus dans les radars, si vous voulez, et en tout cas de ce monde élitaire, qui voit ces gens-là comme des ploucs qui puent des pieds. Un journaliste a dit d'eux que c'était une France qui puait des pieds. Voilà, c'est avec ce mépris-là que l'on attise bien sûr des colères et même des révolutions. Je pense d'ailleurs que nous sommes, mais ça je l'écris depuis longtemps, que nous sommes dans une période révolutionnaire, pré-révolutionnaire, et il faut s'attendre à... Et donc tout ça pour vous répondre que je pense que cette instrumentalisation des peurs a fait long feu. Je crois qu'aujourd'hui, les Français exigent que l'on aborde les vrais sujets. Les vrais sujets ne peuvent plus être masqués à travers ces peurs fictives, et que une des raisons qui font que, par exemple, quelqu'un comme Éric Zemmour, qui parle dru, qui parle clair, et qui dit des choses dérangeantes, et commence à être écouté bien davantage que les autres, parce qu'il fait comprendre qu'il ne faut avoir peur de rien, et singulièrement pas peur d'une libre expression, si vous voulez. Les peurs sont faites en fait pour clouer le bec. Oui, mais on voit malgré tout que Emmanuel Macron reste numéro 1 dans les sondages très haut. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai vu
contre vents et marées, Emmanuel Macron restait premier, très loin devant les autres dans les sondages, et qu'il a, je sais plus, c'était 60% des Français qui étaient pour le pass vaccinal. Ça a peut-être un peu baissé depuis, mais pour les mesures sanitaires, on a eu un moment 60% des Français qui voulaient qu'il y ait un pass vaccinal en entreprise. Enfin, on a quand même une grosse demande de la population d'être protégée. Et les convois de la liberté ou les autres mouvements dans ce style-là sont quand même encore très minoritaires. Moi, c'est les mouvements que j'aime bien, mais parce que je suis très pro-liberté, mais il faut admettre qu'on est extrêmement minoritaire dans le paysage actuellement. Bien sûr. Non, vous avez tout à fait raison. Encore une fois, mais vous savez, ce sont les minorités qui font les révolutions. Hein, je crois que c'est de Lénine. Oui, vous avez raison, mais parce que il y a le sentiment de protection est un sentiment tout à fait louable, bien sûr. Mais je pense que moi, je ne suis pas aussi fasciné que vous par les bons scores que présente dans les sondages Emmanuel Macron, parce que je les crois fictifs. C'est-à-dire, d'abord, ils ne prennent pas en compte le fait que Macron ne s'est pas encore déclaré. Et vous observerez que ces sondages, d'ailleurs, commencent à baisser. Moi, je fais même l'hypothèse, mais là, je suis dans la provocation presque inutile, mais je peux même faire l'hypothèse, en tout cas intellectuelle, que Macron n'arriverait pas peut-être à passer le premier tour. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous allons devoir quand même sortir de ce monde un peu éthéré, de ce monde qui nous a fait nous mettre des œillères sur tout le reste des problèmes pour ne voir qu'un seul problème qui est celui du virus. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une exigence de vérité qui va forcer Macron et tous les autres à aborder les sujets qu'ils ne veulent pas aborder. Parce que c'est ça l'histoire de Macron, c'est que Macron, il ne veut pas aborder les sujets qu'une partie de la droite aujourd'hui a posés sous la pression d'une angoisse existentielle de la France, pas simplement la France périphérique, de la France enracinée. Elle peut être aussi bien bourgeoise que prolétaire, celle-là. Et je pense que Macron s'achemine vers une zone de turbulence. Moi, je pense que si nous avions à reparler dans 3 semaines, je ne suis pas sûr qu'il afficherait encore des 25%. Je pense qu'il va tomber, il va se mettre au niveau de ces autres candidats et que tout ceci va se jouer dans un mouchoir de poche. Je pense que dans cette élection, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais en même temps, pour revenir à votre observation que j'ai faite de mon côté aussi, moi je ne suis pas du tout un idéologue, je regarde les choses et je m'attriste de ce que je vois. En effet, il y a eu une demande de protection de la population qui voulait encore davantage de muselières avec ses masques, de laisse avec ses QR codes, et d'ailleurs on reconnaît une propagande dans son efficacité quand ce n'est plus l'État qui suggère des solutions, mais quand c'est le peuple lui-même, le peuple terrorisé, le peuple tétanisé, qui en demande davantage. Alors, moi, je pense que ça a été l'effet d'une propagande réussie. Oui, d'accord. Donc, pour vous, là, on arrive sur la fin du virus. Les périodes de passe vaccinal que vous refusez d'utiliser, bien que vous ayez eu le Covid, si j'ai bien compris, vous essayez d'utiliser au moins possible ce pass dans votre vie tous les jours. Donc j'ai un pass, en effet, qui est valable 6 mois. On m'avait dit valable 6 mois. Maintenant, je pense que j'ai cru comprendre qu'il était plus valable 6 mois. En plus, la parole d'État ne vaut plus rien. Donc, quand on vous dit 6 mois. Mais c'est un pass que je n'utilise pas. Alors, je l'utilise dans des cas exceptionnels maintenant, parce que ce serait idiot, naturellement, de me priver d'entrer dans mais je reste solidaire. J'évite d'aller dans les restaurants, je ne vais plus dans les cinémas, etc. Donc voilà, mais je m'en sers pour prendre un train, évidemment. Oui. Mais du coup, vous pensez qu'on va arriver à la fin de cette période, pour l'instant, et qu'on va pouvoir rentrer sur des vrais sujets. Écoutez, en tout cas, c'est mon souhait. Alors, est-ce que moi, j'ai le sentiment que nous vivons une période de bascule. C'est pour ça que je regarde très attentivement ce convoi des libertés, qui peut-être cristalliser d'autres colères et d'autres exaspérations, surtout si le gouvernement persiste à parler à ces gens-là sur le ton qu'il avait eu vis-à-vis des Gilets jaunes, où le président de la République lui-même avait parlé de foule haineuse. Il y avait Monsieur Darmanin, il avait vu, je sais pas, les chemises brunes, je ne sais quoi, enfin des délires.
et des insultes gratuites, naturellement, qui ont suscité ensuite les violences. Quand je parle des Gilets jaunes, je ne parle que des Gilets jaunes canal historique, si je puis dire. Naturellement, je me désolidarise totalement de l'instrumentalisation qui en a été faite ensuite par les Black Blocs et extrême gauche. Je vous parle des premiers Gilets jaunes de la France périphérique, pas de ceux qui voulaient casser pour casser. Mais moi, alors j'ai peut-être un penchant optimiste, mais je crois que les Français ne sont pas dupes, et je crois au réveil des somnambules. D'accord. Et vous vous êtes senti ostracisé, parce que si on parle de paria dans votre livre, c'est vis-à-vis de ça, vous vous êtes senti ostracisé, bon, par le président, ça on s'en doute bien, par le gouvernement, on l'a vu, mais cette majorité de Français qui soutenaient finalement ces mesures, est-ce que vous vous êtes senti mis à l'écart par eux aussi, ce qui pourrait dire que finalement Macron bénéficiera malgré tout lors des élections de ce qu'il a fait, ou est-ce que vous avez senti que cette partie de la population en fait se fichait que vous soyez vacciné ou pas, enfin vous ne posez pas de questions? J'ai ressenti ce qu'ont ressenti tous les Français qui ont été dans mon cas et qui n'ont pas voulu se plier à cet ordre sanitaire, c'est-à-dire qu'en effet, il y a eu des ruptures, des ruptures même chez des amis, enfin des ruptures passagères, mais des engueulades, des ruptures. Oui, à partir du moment où vous rentrez dans une contre-société, contre votre gré, parce que vous êtes porteur sain, mais on vous considère comme étant contaminant, quand on vous interdit certains lieux publics, quand on vous dit de vous qu'on est bien content de bien vous emmerder, etc. Vous avez un regard suspicieux, et même mais ce que j'ai vécu, tous les Français l'ont vécu, j'imagine, avec dans des engueulades dans les familles, des engueulades chez des amis, etc. Ou en tout cas des suspicions de contamination et qui durent encore, alors que les gens n'ont pas pris conscience que les vaccins sur lesquels ils voulaient se ruer n'ont pas d'efficacité, parce que maintenant le fond du problème c'est quand même bien celui-ci. Vous entendez des médecins, alors non pas ceux que l'on nomme être des charlatans comme Raoult, qui est d'ailleurs tout à fait respectable, mais qui lui dès le départ nous disait que ces vaccins étaient modeste. Et aujourd'hui, vous avez le professeur Combe ou le professeur Delfrécy qui nous disent que ces vaccins n'est pas vraiment un vaccin, mais plutôt un médicament, etc. Donc, mais les gens et le gouvernement n'arrivent toujours pas à admettre que ces vaccins qui ne protègent plus n'offrent plus aucune utilité à un pass vaccinal qui donc ne permet qu'à des gens contaminés de se retrouver ensemble, etc. Donc, on continue dans une sorte de pensée fixe, de pensée unique, oui, mais là, l'idée, c'est peut-être de gagner le plus de temps possible, parce que chaque jour où on parle du vaccin, on parle pas des autres problèmes, et ça nous rapproche de plus en plus de l'élection. Puis voilà. Non, mais naturellement, mais tout le monde voit ça. Mais autant dire tout de suite que ce n'est plus un pass vaccinal, c'est un pass politique. Mais bon, pour moi, c'est une évidence depuis très longtemps. Mais là, ça crève les yeux. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement fait une erreur politique à vouloir s'entêter à ne pas lever ce pass. D'autant que maintenant, s'il le lève, il donnera le sentiment de reculer face à la foule qui arrive cet après-midi. Bon, la foule, on verra bien. Enfin, en tout cas, et je pense qu'il aurait dû le lever bien avant, parce que là, de lever ça, le pass le 1er avril ou le début avril, avec un premier tour le 10 avril, les gens ne sont pas idiots tout de même. Oui, mais c'était difficile de le lever. C'était difficile de le lever 15 jours après avoir fait voter, quoi. Sinon, ça voulait dire vraiment on a fait voter un truc inutile, donc il fallait le garder un petit peu. C'est très maladroit. C'est très maladroit parce que c'est un pass qui ne sert à rien. C'est vraiment un pass qui est fait pour affirmer une autorité qui devient une autorité désuète, dans la mesure où, à côté de ceci, l'État continue à reculer devant tout le reste de la vraie contre-société, celle-ci qui s'est installée notamment dans les cités. C'est bien ça aussi le problème. On lui demande pas de faire la guerre à un virus, on lui demande de faire la guerre à un ennemi intérieur. Et on a un ennemi intérieur. Mais c'est pas le virus, et ce ne sont pas les Français comme moi qui refusons non plus cet hygiénisme d'État. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Et puis donc je rappelle votre livre, donc c'est Journal d'un paria aux éditions L'Artilleur. Et ceux qui le souhaitent pourront trouver le livre, je pense, dans toutes les librairies, chez Amazon, à la Fnac. Il y a eu une rupture de stock parce que le livre a très bien démarré. Mais mon éditeur m'a assuré que depuis vendredi, donc c'est-à-dire depuis hier, les réassorts
Fait dans les librairies. Donc voilà. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci et puis, passez une bonne journée alors. Au revoir, monsieur. Au revoir.